Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale sur France 3 Centre Val-de-Loire. Voici le sommaire de ce journal. Usines bloquées et manifestations improvisées. Les salariés de la Française de Roux dans l'Indre sont à bout. Leur entreprise de fabrication de jantes automobiles est en redressement judiciaire. Et le tribunal de commerce doit sceller leur avenir mercredi. 2 repreneurs sont sur les rangs. Les salariés étaient dans la rue ce matin à Châteauroux. Il n'y a pas que des historiens ou des experts au rendez-vous de l'histoire à Blois. Les hommes politiques s'y prestent également. L'invité du jour, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, est venu parler d'Europe et d'Empire. Entretien avec lui dans ce journal. Et puis un peu de jazz à la fin de cette édition, du jazz régional. Une fois par mois, la scène nationale d'Orléans et Haut-Jazz donne rendez-vous aux amateurs pour une après-midi musicale 100% gratuite. Nous avons assisté au premier concert de la saison. Je vous le disais en titre, les salariés de la Française de Roux sont à cran depuis 18 mois. Leur entreprise de Dior dans l'Indre est en redressement judiciaire et c'est mercredi qu'ils sauront si leurs emplois sont sauvés. En attendant, les salariés veulent se faire entendre. Ils ont manifesté ce matin dans les rues de Châteauroux. Juliette Rocher et Anaël Blanchard. Plus aucune roue ne sortira de F2R tant que les constructeurs ne seront pas engagés formellement sur ces garanties indispensables à la pérennité de l'entreprise. Usines bloquées et salariés dans la rue. Ce matin, ils étaient 250 à battre le pavé Castelroussin. Une manifestation spontanée, un dernier sursaut de colère pour ces salariés à bout. 18 mois de redressement judiciaire, 18 mois d'incertitude. Depuis la semaine dernière, les salariés ont pu prendre connaissance de 2 repreneurs possibles, le groupe Arche et Thierry Morin. Mais sans l'engagement des constructeurs Renault et PSA, toute offre de reprise semble impossible. Il faut que les clients s'engagent. Il faut que nous ayons des garanties de volume et de prix des clients, donc de Renault et PSA. D'accord, dans la durée, parce que là, pour l'instant, on sait que Thierry Morin, il a des garanties sur 1 an. Donc en sachant qu'en plus d'une garantie sur 1 an, plus business plan, on va dire foireux, pour être poli, on sait que ça ne marchera pas. Un engagement dans la durée, au moins 3 ans pour espérer obtenir des retours sur investissement. Et c'est bien cette vision à long terme qui manque à l'offre de Thierry Morin. Si les négociations sont toujours en cours, les salariés, eux, pensent à l'avenir. On est à 5 jours, comme vous avez pu l'entendre, on est à 5 jours d'une date fatidique. Si dans 5 jours le tribunal le statue sur une liquidation, c'est 500 emplois qui seront condamnés. 500 emplois directs, comme il le disait, plus toutes les entreprises sous-traitantes qui en pâtiront aussi. Donc voilà. Prochaine étape pour les salariés de la Française de Roux, le comité d'entreprise extraordinaire de mardi prochain, où les offres de reprise seront présentées en détail devant les salariés, avant que le tribunal de commerce ne tranche le lendemain. Un camion a été intercepté ce matin par les forces de l'ordre à Dreux sur la nationale 12 avec à l'intérieur une dizaine de passagers clandestins. C'est le chauffeur du poids lourd qui a lui-même alerté la gendarmerie en raison de bruit à l'arrière de son véhicule. Ces passagers ont été transférés au commissariat de police pour des vérifications d'identité. Il s'agirait de personnes en situation irrégulière. Aucune d'entre elles n'était blessée. Le piton rocheux de Sancerre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le rêve que fait la municipalité du Cher. Le conseil municipal a décidé vendredi de lancer les démarches pour obtenir la célèbre inscription. Un courrier va être adressé à la ministre de la Culture. Une association et un comité de soutien devraient ensuite voir le jour. De Sancerre, on file à Blois pour les 18e rendez-vous de l'histoire, événement qui s'achève demain et qui a vu défiler beaucoup d'historiens cette semaine et même quelques hommes politiques. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui donnait une conférence autour de cette question. L'Europe est-elle un empire libéral? Voici ses réponses dans un entretien avec Corinne Bianrosa et Kelly Pujard. Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Vous vous êtes exprimé ici à la Maison de la Magie à Blois sur un sujet qui vous est cher, l'Europe. Et pour faire le lien avec le thème des rendez-vous de l'histoire, l'Europe pour vous, est-ce que c'est un empire? L'Europe est née contre les empires. D'abord contre le Troisième Reich, c'est la Seconde Guerre mondiale et sa tragédie, ses conséquences pour les peuples d'Europe. Et donc lorsque l'Europe démarre, elle démarre de façon concrète. C'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis petit à petit on avance et on a le traité de Rome qui crée l'Union, enfin la communauté européenne, puis l'Union européenne. L'Europe, c'est des nations qui ont décidé ensemble de construire leur avenir. Alors la crise grecque, les migrants, l'Europe parle de moins en moins d'une même voix. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour cette Europe-là? Je pense que dans l'intérêt des peuples européens, avec l'évolution de la population mondiale, l'Europe
Ça se pèsera de moins en moins du point de vue démographique. Mais aujourd'hui, l'Europe a beaucoup d'atouts. Première puissance économique, commerciale du monde, un haut niveau de protection sociale, des capacités importantes. Il faut les utiliser et pas laisser remonter les égoïsmes des nations et les nationalismes. Au moment où nous avons des questions très importantes à traiter, la crise grecque, vous en avez parlé, c'était l'avenir de l'euro. Et c'est l'avenir de l'Europe. Et puis, il y a la crise ukrainienne, pour laquelle la France et l'Allemagne agissent. Et puis, il y a Daesh, et le terrorisme et l'arrivée des réfugiés. Donc, il faut à la fois accueillir les réfugiés, ça c'est dans toute l'Europe, et pas seulement en France et en Allemagne. C'est la responsabilité des Européens en fonction de leurs valeurs. Et puis, c'est aussi s'attaquer aux sources. Les sources, c'est Daesh qu'il faut absolument détruire. Puis, le régime de Bachar el-Assad qu'il faut effectivement également remplacer. Ceux qui disent que l'Europe est gouvernée par des technocrates qui sont déconnectés des réalités, ils ont tort. C'est le Conseil européen qui prend les décisions. Mais ce sont les chefs d'État et de gouvernement, avec à côté une commission et l'administration de la Commission européenne. Donc il y a à la fois de la technocratie, de la bureaucratie, mais il y a aussi une absence de démocratie. C'est-à-dire quand les chefs d'État et de gouvernement décident, il n'y a pas de contrôle des parlements. Le Parlement européen n'a pas les pouvoirs qui conviennent. Il faudrait qu'on traite cette question et à côté du Conseil des ministres ait lieu aussi des réunions parlementaires pour qu'on puisse contrôler et éventuellement émettre des désaccords pour que les citoyens se sentent concernés par les décisions qui sont prises au niveau de l'Europe et qui les concernent. Vous avez été Premier ministre, donc au cœur des décisions, au plus haut niveau. En quoi ça a changé concrètement votre vision de l'Europe? J'ai vu ces limites que j'évoquais sur la démocratie, sur la place des citoyens. Et ces limites, je les ai perçues encore plus en exerçant le pouvoir. Et je pense que nous n'avons pas tiré les leçons du non français au référendum de 2005. Ce n'était pas un non contre l'Europe. Certains étaient contre l'Europe, mais une partie de ceux qui ont voté non voulaient que l'Europe fonctionne différemment, à la fois comme projet économique et social, comme projet politique et démocratique. Et donc nous n'avons pas tiré toutes les leçons de ces échecs et nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Donc il n'est que temps de remettre de la démocratie dans le fonctionnement de l'Europe. Jean-Marc Ayrault, merci. Les rendez-vous d'histoire continuent ici à Blois jusqu'à demain avec encore de très nombreux débats et des conférences. Et des sciences humaines, on passe à la science tout court. En fait, ce week-end, un peu partout en France. Et quoi de mieux pour découvrir ce domaine que d'aller à la rencontre des chercheurs et des scientifiques. Reportage au village de la science à l'Institut national de recherche agronomique à côté d'Orléans. Jean-Pierre Brusseau et Yves Leblois. Pour sa 24e édition, la Fête de la Science réunit une vingtaine de structures liées au monde de la recherche sur le site de l'INRA près d'Orléans. Parmi les ateliers présentés, le bac à sable à réalité augmentée remporte un franc succès. Moi je trouve ça super, ça permet de comprendre comment la Terre est formée et puis un petit peu voir l'altitude et quels sont les codes couleurs en cartographie. Au début on a l'impression de jouer dans un bac à sable, mais en fait ça nous permet de comprendre le programme d'histoire géo. Ça sert avant tout à faire comprendre au grand public, aux étudiants ou à même d'autres chercheurs comment sont les formes du paysage, comment ces formes du paysage vont pouvoir contrôler les écoulements. Donc ça permet de simuler les écoulements. Par exemple, en temps de pluie, ça va permettre de simuler des crues, des inondations, et donc de pouvoir anticiper sur ces crues et ces inondations. Un peu plus loin, après le stand consacré à la sonde Rosetta, un simulateur de pluie, grandeur nature, permet de comprendre le rôle des précipitations dans l'érosion des sols. Quel est le but de cette manifestation? Alors c'est de montrer au public la science en train de se faire, c'est-à-dire l'actualité scientifique. À l'heure actuelle, par exemple, sur le site de l'INRA, les problématiques de changement climatique, sur les sols, sur les forêts. Et c'est donc de pouvoir rencontrer les scientifiques qui expriment les travaux qu'ils sont en train de mener sur leur recherche. Dans la région Centre Val de Loire, 7 sites dédiés à la Fête de la Science attendent autour de 25 000 personnes. Pour les amateurs, vous avez jusqu'à demain soir pour les découvrir. En sport, en tennis de table, soirée mouvementée hier pour la STT Chartres qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Düsseldorf. Lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le club allemand évoluait pourtant sans son joueur vedette Timo Boll. Au terme d'une rencontre épique, les Euréliens s'imposent 3-2. Christelle Chapiotin et Grégoire Grichois étaient sur place. 3 joueurs, 4 médailles. Les Chartrains ont frappé fort lors des récents championnats d'Europe. L'effectif s'est étoffé cette saison. Un départ, 2 arrivées. Du coup, pour ce gros match face à Düsseldorf, il y aurait presque l'embarras du choix.
Ça fait plaisir à un entraîneur d'avoir des joueurs comme ça sur le banc. Donc maintenant, il faut bien trouver les joueurs qui sont en forme et puis ceux qui sont moins fatigués. Mais c'est bien d'avoir 5 joueurs, même s'il n'y en a que 3 qui jouent. Pour ce deuxième tour de Ligue des Champions, ce sont les anciens, les 3G qui sont alignés. G comme Gardos, l'homme fort du moment, champion d'Europe avec l'Autriche, vice-champion d'Europe en double. Il se débarrasse en 4 manches de Heister, 1-0 pour Chartres. G comme Gaoning, en manque de confiance et de résultats ces derniers mois. Franziska a su en profiter, l'Allemand s'impose à la belle après avoir sauvé 2 balles de match. G comme Guérel, bronzé européen en simple, opposition de style, il attaque, Gionis défend. Des échanges parfois très longs, souvent spectaculaires sous les yeux des nouvelles recrues chartraines. Champion d'Europe en double, Montero se remet de blessure, le jeune Robineau s'inspire. J'apprends tous les jours, ça me permet de jouer aussi avec eux qui sont très forts. Ça me permet aussi de regarder leurs matchs, de voir ce qu'ils font dans les situations importantes et pour reproduire la même chose. Le duel tient ses promesses, la défense sort vainqueur, Düsseldorf vire en tête. Pour maintenir l'espoir, Gardos revient à la table, le bras ne tremble pas, les sensations sont bonnes, la victoire est au bout. Sur le second match, j'ai très bien joué. Je savais ce que j'avais à faire, j'avais une grosse pression parce que je devais gagner, sinon nous perdions la rencontre. J'ai fait de mon mieux et ça l'a fait. Gaoning pour le point de la victoire, sans réellement convaincre, le succès est là, c'est le principal. Prochain rendez-vous mardi pour le championnat de France et un titre à récupérer. Avec quel joueur? Là est toute la question. En handball, en revanche, pas de victoire au bout du suspense pour Saran en Pro D2. Les Loiretains se sont inclinés à la dernière seconde face à Besançon, 26-27 hier soir. Les Sarannais sont 7e au classement. Pas mal pour des promus qui visent le maintien. On écoute leur entraîneur. On regarde toujours le classement, les 3 équipes qui doivent être aux dernières places. Pour l'instant, on a un matelas d'avance je dirais confortable sur eux, donc le match de ce soir n'avait pas spécialement d'enjeu. Besançon fait un très bon début de saison, ils sont premiers, donc pour nous on venait jouer chez le leader, on essayait de les inquiéter. Je suis un petit peu déçu quand même de notre de 60 à 70% de la partie, et puis voilà, une révolte, donc un résultat je dirais logique au final, hein, mais avec un petit goût d'amertume en se disant qu'on aurait pu, je dirais, faire un petit hold-up, ramener un point. Il y a du basket au programme ce soir en Ligue féminine. Le Tango Bourges Basket enchaîne les déplacements avant de pouvoir recevoir mercredi prochain dans sa toute nouvelle salle du Prado. Ce soir à 20h, Céline Dumerc et ses coéquipières affrontent Angers sur leur parquet. Quant à l'Orléans Loiret Basket, 3e journée de Pro A à domicile avec la réception de Nancy. Et là aussi, le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 20h. Allez, c'est le moment de notre série. On a retrouvé la mémoire. Nouvelle saison, nouvelle formule. Et cette semaine, Flavien Texier et Pierre-Dominique Lepay nous replongent dans l'actualité d'octobre 1975. Regardez. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 octobre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien nous allons examiner attentivement ce qui s'est passé la semaine du lundi 6 au dimanche 12 octobre 1975. Et à cette époque, eh bien la télévision régionale nous raconte par exemple qu'une présentation de haute coiffure s'est déroulée dans les salons de l'Hôtel de Ville à Tours. Elle nous raconte aussi qu'à Orléans, il y a une association qui vient en aide aux personnes seules. Il est également question de la cueillette des pommes dans le Cher, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. Bien coiffé, bien maquillé, du rose, du rouge, du noir, une mèche teinte dissimulable. Allô, ici SOS Amitié. On commence donc avec le mardi 7 octobre, une grande soirée coiffure organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville à Tours. Le commentaire du journaliste de l'époque assure à lui seul le spectacle. Tour de tête, tour de main d'homme. Grand tour et petit tour dans la salle des fêtes, tour d'horizon aussi. L'horizon du bout de la mer, foule et houle, ça rime un peu d'ailleurs. Le lendemain, le téléphone sonne. Un reportage nous raconte le quotidien des bénévoles de l'association SOS Amitié, basée à Orléans. Oui, c'est bien le 62 22 22. SOS Amitié, c'est une voix, presque celle d'un ami qui est d'abord là pour écouter. Cette présence, à l'autre bout du fil, existe à Orléans depuis 1972. 40 ans plus tard, cette structure existe toujours. Et si, comme les célèbres personnages du film, le Père Noël est une ordure, vous avez besoin de parler à quelqu'un, composez le 02 38 62 22 22. Le numéro n'a pas changé.
Il vous est arrivé quelque chose? Par ailleurs, si vous vous sentez l'âme d'un écoutant, eh bien ça tombe bien, l'association recherche justement des bénévoles pour se relayer au téléphone. Vous savez, ça ne sortira pas d'ici. Essayez. Cette semaine-là, on nous raconte également que c'est la saison des champignons. Ça tombe bien, la télé en profite pour faire un peu de pédagogie avec un spécialiste rencontré sur le terrain. Monsieur Sougy, en matière de champignons, beaucoup de gens pensent, et croient même surtout, qu'un champignon, à partir du moment où il a une collerette ou une bague, il est comestible. Est-ce exact? Non, c'est même souvent le contraire. Le plus dangereux de tous les champignons, l'amanite phalloïde, que voici, que voilà plus jeune, que voilà plus âgé, a toujours une bague. Mais cette bague est assez fugace et il arrive parfois que le champignon la perde. Bon, avec ou sans bague, même aujourd'hui en 2015, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est encore d'aller voir votre pharmacien. Après les champignons, on passe au verger du Berry, car cette semaine-là, il est question de la cueillette des pommes. Au fait, elles sont comment les pommes en 75? Je crois que la qualité des pommes est meilleure qu'il y a une quinzaine d'années, à cause des variétés. Parce que les variétés sont des variétés qui sont quand même de meilleure qualité. La Golden, la Richard Red, la Reine des Rainettes, c'est une variété ancienne, mais enfin, il y en avait très peu et c'est plutôt étendu dans la région. On l'a cueilli au début. Et le spécialiste des pommes à Brécy, dans le département du Cher, s'appelle Antoine Gagneron. Bonjour Antoine. Bonjour Flavien. Alors, avec les pommes, c'est une histoire qui remonte en fait bien avant 1975. Ah oui, tout à fait, c'est une histoire de famille, puisqu'en fait j'avais de la famille qui produisait déjà des pommes. Et tout petit, j'allais cueillir les pommes. Quand j'étais étudiant, pour arrondir les fins de mois, je cueillais les pommes. Donc j'ai bercé dans cet univers de la pomme dans le Berry. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? On a des années où on voit que les températures ont augmenté, la date de floraison est plus précoce. Cette année, en 2015, on a connu un été quand même très chaud avec des pics de température. Comme en 75. Peut-être comme en 75. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut arroser. En 75, les vergers étaient pas bien arrosés. Tandis qu'aujourd'hui, on peut protéger l'arbre, on peut accompagner une forte récolte et c'est important pour nous. Ce qui a changé, c'est qu'on a plus de protection. Là, voilà, on est sous des filets par grêle, par exemple. Ça, c'est un événement très important pour nous, c'est qu'on est protégé contre la grêle, alors que dans ces années-là, en quelques minutes, toute la récolte pouvait être saccagée. Donc là, on a sécurisé. Beaucoup de manœuvres étrangères au milieu des années 70, principalement des Espagnols. Et aujourd'hui? Alors il y a beaucoup moins d'Espagnols parce que l'Espagne a été mieux au niveau économique, bien que depuis quelques années, on sent bien qu'il y a de la main-d'œuvre espagnole qui vient. Moi, personnellement, j'embauche beaucoup de gens qui habitent la région. Peut-être qu'ils sont étrangers, mais ils habitent la région. Et puis un petit peu de main-d'œuvre étrangère. Alors il y a un peu plus aujourd'hui de main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est qu'on n'avait pas à cette époque-là. La cueillette va durer approximativement jusqu'à quand là? Alors ça dure jusqu'au mois de novembre. Donc encore un mois en gros. Encore un mois, tout à fait. Oui. Merci beaucoup Antoine. Allez, on se quitte avec une image, celle du 3e salon régional de la maison individuelle organisé à Tours. Un salon lancé en 1973, l'année du fameux choc pétrolier. Et à cette époque déjà, on nous parle de la crise et des solutions pour faire des économies d'énergie, avec par exemple l'isolation thermique dans les maisons. On n'a pas de pétrole, mais on commence à avoir des idées. À la semaine prochaine. Et on termine avec un peu de jazz à Orléans. Malgré la disparition du festival au Campo Santo, les amateurs restent nombreux dans le Loiret et ce sont eux qui se mobilisent pour faire vivre cette musique. Un samedi par mois, ils mettent en lumière les talents régionaux avec les samedis du jazz. Pierre Bouchenot et Grégoire Gréchoir ont assisté au premier concert de la saison. Si la scène jazz d'Orléans n'est plus depuis cette année ce qu'elle fut avec la disparition du festival du Campo Santo, une association de passionnés tient encore la rampe. C'est Au Jazz qui, un samedi après-midi chaque mois, propose un groupe. Cet après-midi-là, le trio de Daniel Monforté, ici en répétition. Il est
archétypique de ce qu'est notre manière de faire. C'est-à-dire que c'est un groupe dont le leader, Daniel Monforté, est quelqu'un originaire de la région tourangelle. Donc c'est un pur régional. Alors évidemment, il y a bien longtemps que sa compétence et sa notoriété et ses talents l'ont amené à aller bien au-delà de la région centre. Mais il se trouve que nous, en tout cas, on tient dans les samedis du jazz à programmer des musiciens régionaux, orléanais, tourangeaux, chartrains, berruyers. Daniel Monforté est tourangeau, il se produit naturellement au Petit Faucheux, mais vole aussi au-delà des scènes de la région. Pour autant, une scène comme celle d'Orléans reste importante pour lui. Même si les festivals s'arrêtent, il faut espérer que le public reste et que d'autres festivals vont naître. Et de toute façon, c'est pas ça qui va arrêter la musique. La musique va continuer, quoi qu'il en soit. À nous musiciens et au public de la faire vivre. Conforté, amplifié par des dizaines d'années de grands festivals, le public orléanais en tout cas est toujours là. Dans ces après-midi du jazz régional au Théâtre d'Orléans, mais aussi à guichet fermé depuis un mois, un peu plus loin, à Chessy, jeudi prochain pour Ibrahim Malouf. C'est la fin de cette édition. Pour la revoir, rendez-vous sur notre site internet d'actualité régionale centre.france3.fr. À suivre le journal de la rédaction nationale. Nous, on se retrouve demain à midi. Très bonne soirée à vous.